Aux États-Unis, il existe une loi qui oblige les grands gérants de fonds à déclarer chaque trimestre les actions qu'ils ont en portefeuille. On appelle ces déclarations les 30F et pour nous, petits investisseurs individuels, c'est une véritable mine d'or puisqu'elles nous permettent de savoir précisément quelles sont les actions détenues par les plus grands investisseurs de ce monde. Non seulement ça, mais ces 30F nous permettent également d'aller observer les achats récents réalisés par ces super investisseurs. Quelles sont, selon eux, les actions les plus intéressantes à aller acheter en ce moment? Et justement, ce mois-ci, on a une grosse news qui est tombée. Bill Ackman, un célèbre gérant de hedge fund, a décidé d'investir 2,4 milliards de dollars dans une toute nouvelle action. C'est un montant énorme et ça va faire de cette action la toute première position de son portefeuille. Dans cette vidéo, je propose donc qu'on aille analyser un peu plus en détail cette entreprise afin d'essayer de comprendre pourquoi Bill Ackman a décidé de mettre autant de capital dessus. Mais avant ça, je tiens à vous expliquer comment vous pouvez utiliser concrètement les 30F pour vous générer chaque trimestre des superbes idées d'investissement en bourse. Il existe plusieurs sites qui vont combiner ces déclarations 30F, mais mon préféré, ça reste Dataroma. C'est un site facile à prendre en main qui suit le portefeuille de 79 super investisseurs. Pour être un super investisseur, il faut avoir au moins 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. Alors 79 super investisseurs, c'est top, mais ça en fait presque un petit peu trop, surtout que tous ces gourous ne se valent pas. C'est bien connu, vous avez plusieurs gérants de fonds qui sous-performent le marché depuis maintenant un bon moment. Je vous ai pris deux exemples ici, Tweedy Brown et David Einhorn, qui, vous le voyez, sur les 10 dernières années, ont obtenu des performances assez décevantes avec leurs fonds, 5,4% par an et 0,7% par an, alors que durant la même période, le S&P 500 a lui délivré 11% par an. Il y a aussi des gérants de fonds qui adoptent une stratégie beaucoup plus court terme, qui s'apparente plus à du trading qu'à de l'investissement long terme. Je pense par exemple à Michael Burry, qui, vous le voyez, sur un trimestre est capable de liquider la moitié des positions de son portefeuille. Vous avez un tel turnover sur les portefeuilles de ces gérants qu'il est très difficile d'en tirer des conclusions. Un trimestre, vous pourriez vous dire « Ah, Michael Burry, il croit en Cigna Group », et en fait, le trimestre suivant, l'action n'est plus là. Afin de gagner en clarté et d'effacer ces faux signaux, j'ai donc décidé de créer ma propre liste de gourous. J'ai sélectionné 17 gourous. Ce sont pour moi les 17 portefeuilles les plus intéressants à suivre chaque trimestre. Ils ont tous obtenu une bonne performance historique par rapport aux indices. Ils ont une philosophie d'investissement qui est proche de la mienne, donc des actions de qualité, forte croissance, forte prédictibilité qu'on va garder sur le long terme afin de faire mieux que les indices. Et à l'intérieur des portefeuilles de ces gourous, on va retrouver des actions qui ont vraiment des fondamentaux très solides. En cliquant sur le premier lien dans la description, vous arriverez sur cette page sur laquelle vous pourrez retrouver la liste complète des 17 super investisseurs que je suis activement. Vous le voyez, chaque portefeuille a également une note Trident. C'est une note qu'on donne au portefeuille en se basant sur 30 critères quantitatifs. On va simplement regarder les actions qui sont à l'intérieur de ce portefeuille et on va faire une moyenne pour aller voir si c'est un portefeuille qui a des bons fondamentaux. On va regarder la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des bénéfices, les retours sur investissement, les marges, l'endettement, etc. Tous ces filtres-là sont triables, donc n'hésitez pas à vous amuser. Et voyez que si par exemple je trie par la croissance future estimée du chiffre d'affaires, eh bien je constate que les gourous ont globalement des croissances bien plus fortes que la moyenne des indices. Vous voyez, on retrouve ici en bas le S&P 500. Donc la moyenne des entreprises du S&P 500 devrait parvenir à faire grandir leur chiffre d'affaires à 5% par an, alors que les gourous, vous le voyez, sont plutôt entre 10, 12, 13, voire même 14% par an. Il n'y a pas vraiment de secret. Si historiquement, ces super investisseurs sont parvenus à faire 2 fois mieux que les indices, c'est parce qu'ils sont allés sélectionner des actions qui ont des fondamentaux 2 fois plus solides que ceux des indices. Si vous êtes membre de la méthode Trident, vous pouvez carrément créer votre portefeuille démo afin de vous comparer directement à ces super investisseurs. Imaginons par exemple que vous avez un PEA et à l'intérieur, vous avez acheté 3 grandes entreprises françaises, Total, AXA et Sanofi qu'on va rajouter juste ici. On crée le portefeuille et vous voyez, on va pouvoir tout de suite le comparer à la fois aux super investisseurs et également aux grands indices comme le S&P 500 ou le CAC 40. Et là, vous voyez, malheureusement, on écope d'une note qui n'est pas terrible. On n'est pas trop mal niveau croissance des bénéfices, mais on est un cran en dessous au niveau de la croissance des ventes.
on a également un free cash flow qui n'est vraiment pas terrible, seulement 3% de progression sur les 10 dernières années. Évidemment, on peut rentrer à l'intérieur de ce portefeuille afin de voir quelles sont les entreprises qui font baisser notre moyenne. Et c'est pareil pour les gourous. Si vous demandez par exemple comment Valley Forge se débrouille pour avoir un 20 sur 20 en termes de note Trident, vous pouvez cliquer dessus et découvrir son portefeuille. Ici, je vois que ses 3 plus grandes positions sont FICO, S&P Global et Mastercard, et qu'il a en tout 9 actions en portefeuille. Alors 9 actions, ça peut vous sembler peu, mais en étudiant beaucoup de super investisseurs, j'ai remarqué que ceux-ci aimaient bien avoir des portefeuilles concentrés. Ils aiment bien investir dans leurs meilleures idées et généralement, on va avoir des portefeuilles qui ont entre 8 et 12 lignes. Évidemment, ça, c'est une moyenne et comme souvent, on va avoir des exceptions. Parmi les super investisseurs que je suis, on a des portefeuilles qui sont encore plus concentrés. Exemple avec InGroup qui a seulement 6 actions en portefeuille. Et au contraire, on va avoir des portefeuilles qui vont être beaucoup plus diversifiés. Exemple avec Pollen Capital qui a 124 actions en portefeuille. Mais attention, le nombre ne dit pas tout. Même dans le cas de Pollen Capital et ses 124 actions, quand on fait les calculs, on se rend compte que 65% du capital de ce fonds est investi dans ces 12 premières lignes. C'est notamment pour ça que dans l'App Trident, on a décidé de n'afficher que 12 actions maximum par gourou. Ce n'est pas la 42e, la 75e ou la 101e action de Pollen Capital qui va vraiment faire la différence sur leur performance. Ce qui va faire la différence sur leur performance, ce sont les actions qui sont tout en haut du tableau. Ce sont leurs plus grandes convictions. C'est les actions sur lesquelles ils ont placé la majorité de leurs capitaux. Et c'est donc selon moi les actions les plus intéressantes à aller regarder. Ok, si vous m'avez bien suivi, on a donc 17 gourous qui ont chacun au maximum 12 actions. Ça nous donne donc une liste de 204 actions qui va être très intéressante à aller analyser. Ce qu'on va le plus rechercher, ce sont les actions qui reviennent dans plusieurs portefeuilles de super investisseurs, les actions qui font consensus. Afin que vous puissiez rapidement trouver ces actions qui font consensus chez ces super investisseurs, on a rajouté une option très pratique sur le screener Trident. Donc vous voyez que par défaut, on est trié ici par capitalisation pour voir les plus grandes entreprises du monde. Je peux trier par note Trident pour voir celles qui ont les meilleures notes fondamentales. Mais il existe un autre tri très intéressant qui est un peu moins connu. Il est juste ici, c'est le tri Gourou. Ce tri, il me permet de voir en un clic quelles sont les actions qui font le plus consensus, celles qu'on va retrouver le plus dans les portefeuilles des super investisseurs. Et à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a vraiment 3 actions qui dominent le haut du classement, Microsoft, Google et Visa. Ces 3 entreprises se retrouvent dans le portefeuille de 12 super investisseurs, sachant que l'on en suit 17. Ça veut dire que chacune de ces entreprises est possédée par 70% des super investisseurs que l'on suit. Lorsque j'utilise ce filtre, je me pose une question simple. Quelles sont les actions qui font vraiment consensus chez les super investisseurs que je suis et que je n'ai pas dans mon portefeuille? Actuellement, la palme d'or ici revient à Moody's, qui est une action présente dans le portefeuille de 7 gourous. La médaille d'argent revient à Amazon, qui est une action qu'on va retrouver dans le portefeuille de 6 gourous. Et pour la médaille de bronze, on a 5 entreprises ex-aequo, Nvidia, Meta, Netflix, Canadian Pacific et FICO. 5 entreprises qui sont dans le portefeuille de 3 gourous. Alors personnellement, je suis déjà activement dans ma watchlist Moody's et Meta. J'aime beaucoup le gros avantage compétitif qu'a Moody's sur les notations financières, mais je trouve que la valorisation est un petit peu élevée en ce moment. J'ai également déjà en portefeuille son concurrent principal S&P Global. Concernant Meta, l'entreprise a eu des très bons résultats sur les 2 dernières années, mais pareil, je trouve que la valorisation est un petit peu élevée en ce moment, surtout que la croissance des bénéfices devrait un petit peu ralentir. Et je suis pas forcément à l'aise avec le fait que 99% des revenus de Meta proviennent de la publicité, qui pourrait sur le long terme s'avérer plus cyclique que de l'abonnement à des logiciels SaaS. Donc ça reste une action que je surveille activement dans ma watchlist, mais pour l'instant je ne l'ai pas ajoutée au portefeuille Trident. Les prochaines actions que je devrais ajouter à ma watchlist sont donc toutes trouvées, ce sont ces 5-là. Mais attention, parce que pour qu'une action rejoigne ma watchlist, je veux en effet qu'elle soit présente dans le portefeuille de super investisseurs, mais je veux également que la croissance future des ventes de cette entreprise soit supérieure à 8% par an. Je veux que la croissance future de son EPS soit supérieure à 14% par an et je veux que sa note Trident soit supérieure à 16 sur 20. Je suis prêt à accepter des entreprises qui auraient certains de ces critères dans l'onglet à surveiller, donc carton jaune, mais je n'ajouterai pas une entreprise à ma watchlist si elle a un de ces 4 critères qui est insuffisant, carton rouge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ajouter une entreprise à ma watchlist, ça représente un énorme investissement de temps. Il va falloir que je passe une vingtaine, une trentaine d'heures pour réaliser l'analyse complète du business.
et qu'ensuite, chaque trimestre, j'aille écouter les conf calls des résultats pour surveiller l'entreprise. Donc avant d'ajouter une entreprise de plus à ma watchlist, je veux vraiment m'assurer qu'elle a un maximum de potentiel. Et vous voyez que les gourous sont plutôt un bon signal puisque Netflix coche ici les 4 critères, FICO coche aussi les 4 critères et Nvidia également. Pour ces 3 entreprises, on a une forte croissance des ventes, une forte croissance des bénéfices, une très bonne note Trident et une présence dans les portefeuilles des gourous. Évidemment, maintenant, il faut aller analyser le business et ensuite déterminer si la valorisation fait sens. En revanche, vous voyez que Amazon et Canadian Pacific ne sont pas qualifiés pour rejoindre la watchlist Trident, tout simplement car elles ont un carton rouge sur la note Trident, elle est inférieure à 14 sur 20. C'est notamment dû au fait que ces entreprises réinvestissent une grande partie de leur cash flow opérationnel dans leurs infrastructures, dans leur CAPEX, 54% pour Canadian Pacific et 72% pour Amazon. Ces énormes dépenses d'infrastructure vont faire baisser le montant de free cash flow que ces entreprises génèrent, puisque le free cash flow, c'est ce qu'il reste à la toute fin une fois que l'entreprise a payé ses dépenses en CAPEX. Et le truc, c'est qu'actuellement, dans le système Trident, on utilise ces montants de free cash flow pour aller calculer plusieurs ratios comme le retour sur investissement ou encore les marges. Pour la prochaine mise à jour de cette note Trident, je prévois de diminuer l'utilisation des free cash flow dans le calcul de ces ratios afin de ne pas trop handicaper ces entreprises qui ont quand même des très bons résultats opérationnels. Amazon est un très bon exemple de ça. Vous voyez que si je me place sur l'évolution de ces free cash flow, je me dis c'est vraiment pas terrible, on a une tendance qui est quasiment baissière. Mais si je remonte un petit peu dans les flux de trésorerie et que je regarde son cash flow opérationnel, donc le cash qui est vraiment généré par son activité principale avant ses réinvestissements, eh bien je vois ici que la tendance est quand même beaucoup plus intéressante. Alors, est-ce qu'Amazon a raison de réinvestir autant son cash flow opérationnel dans son infrastructure? Eh bien, tout dépend du retour qu'elle va pouvoir obtenir sur ses investissements. Si les retours sont bons, eh bien, elle a raison de réinvestir un maximum. Si les retours sont médiocres, elle aurait peut-être mieux fait d'utiliser cet argent pour verser un dividende ou racheter ses propres actions. Si vous connaissez un peu Amazon, vous savez que l'entreprise a réinvesti dans beaucoup de projets qui n'ont pas forcément fonctionné, mais également des projets qui ont très bien fonctionné. Je pense par exemple à son segment cloud avec AWS ou encore son segment sur le streaming avec Amazon Prime. Donc, vous l'avez compris, je prévois de modifier un petit peu la note Trident afin de mieux refléter la puissance opérationnelle que peuvent avoir ce genre de boîtes. Ok les amis, on vient donc de voir concrètement comment vous pouvez utiliser les 13F pour vous générer chaque trimestre des superbes idées d'investissement en allant simplement regarder les actions qui font le plus consensus auprès des super investisseurs que vous suivez. Il existe une deuxième chose très intéressante qu'on peut faire avec les 13F, c'est aller observer les achats récents des super investisseurs. Quelles sont les actions qui, selon eux, sont les plus intéressantes à renforcer en ce moment? À ce niveau-là, j'ai noté quelques nouveautés intéressantes sur le dernier trimestre. On a Valleyforge qui a initié 2 nouvelles positions, Equifax qui est un bureau de crédit et MSCI qui est le célèbre fournisseur d'indices. On a également Pollen Capital qui a ajouté à son portefeuille l'entreprise CoStar Group. C'est une boîte que je retrouve dans pas mal de portefeuilles de super investisseurs. Ça a l'air assez intéressant, ils font de la data sur l'immobilier. Et enfin, on a Triple Frond qui a mis quand même 4,8% de son portefeuille sur une nouvelle position. Il s'agit de Lam Research. Lam Research, c'est un des grands équipementiers de semi-conducteurs. Mais l'achat le plus marquant de ce début d'année, j'en ai parlé en introduction, c'est celui de Bill Ackman, 2,4 milliards de dollars dans une toute nouvelle action. Elle devrait représenter 16% de son portefeuille, ce qui devrait en faire sa toute première position. Je dis devrait en faire parce que si vous allez sur le 13F de Bill Ackman sur Dataroma, vous ne verrez pas cette toute nouvelle position, tout simplement parce que Bill Ackman l'a acheté en janvier 2025 et que les 13F ont 90 jours de retard et s'arrêtent, vous le voyez, au 31 décembre 2024. Comme je vous le disais en introduction, les 13F sont un formidable outil pour nous, petits investisseurs particuliers, mais ces déclarations ont quand même certaines limites dont il me semble important de parler. La première limite, on vient de la voir, c'est que les 13F ne vous affichent pas les achats récents, elles ont 3 mois de retard. Le deuxième inconvénient des 13F, il est encore plus embêtant que le premier, c'est qu'elles n'affichent que les actions qui ont été achetées sur les marchés américains. Donc si un gérant décide d'acheter une action sur un marché européen ou asiatique, elle ne sera pas affichée sur son 13F. Troisième inconvénient, les 13F ne vous montrent pas la partie cash du compte. C'est dommage parce que c'est souvent intéressant de voir à quel point le super investisseur est placé en action versus le cash. On sait par exemple que Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, a actuellement des grosses réserves de cash
par rapport au montant d'actions qu'elle possède. Et enfin, les 39F ne vous montreront pas les options d'achat et les positions short que peut avoir le gourou. Là aussi, ça peut vous induire en erreur. Typiquement, Bill Ackman a annoncé récemment qu'il allait vendre sa position sur Nike et la remplacer par une option d'achat sur Nike. Donc si vous regardez son 39F au trimestre prochain, vous pourriez avoir l'impression qu'il s'est complètement débarrassé de ses actions Nike, alors qu'en réalité, il a juste changé sa manière de les posséder. Heureusement, pour contrer les limitations de ces 39F, il existe une solution simple: se rendre directement sur les sites des fonds qui vous intéressent. Ce ne sera pas toujours le cas, mais généralement sur ces sites de fonds, vous allez pouvoir retrouver les top positions du portefeuille, donc bien mis à jour et avec potentiellement des actions qui ont été achetées sur les marchés européens et asiatiques. Et cerise sur le gâteau, généralement non seulement vous aurez les actions qu'ils ont en portefeuille, mais également les thèses qu'ils ont sur ces entreprises. Parce que c'est bien de savoir que tel ou tel gourou a acheté telle ou telle action, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir pourquoi il a acheté cette action. Quelle est sa thèse sur l'entreprise? Vous l'avez compris, avec les super investisseurs, l'idée ce n'est pas de copier bêtement et simplement leur portefeuille, c'est plutôt de se générer des idées d'investissement et de regarder justement quelles sont leurs thèses sur les différentes entreprises qu'ils ont mis dans leur portefeuille. Concernant Bill Ackman, c'est top. Vous voyez que son hedge fund Pershing Square a bien un site web. Je vais dans matériel, lettres et présentations. Et je tombe sur cette présentation annuelle aux investisseurs qui est toute récente. Elle a été publiée le 11 février 2025. Je me rends à la page 67 et je découvre la fameuse action dans laquelle il a décidé d'investir plus de 2 milliards d'euros. Il s'agit d'Uber. Et vous voyez que c'est top puisque j'ai toute sa thèse concernant cette entreprise. Je vais donc maintenant essayer de vous résumer la thèse qu'a Bill Ackman sur Uber, pourquoi il a décidé d'investir autant dans cette boîte. Uber, c'est la plateforme leader sur les VTC et sur les livraisons de resto avec Uber Eats. L'entreprise est présente dans 70 pays et réalise plus de la moitié de ses ventes en dehors des États-Unis. Sur l'app, on va retrouver 17 millions de chauffeurs et de livreurs qui rendent des services à 170 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et pour être actifs, ils le sont puisque en moyenne, un utilisateur d'Uber va réserver 17 trajets par mois sur l'application. Je vous avoue que cette stat, elle m'a vraiment impressionné parce que personnellement, moi, Uber, j'utilise de temps en temps quand je vais dans les grandes villes. Mais ici, je me rends compte que pour certaines personnes, c'est pas une app facultative, c'est vraiment une app essentielle pour leur déplacement du quotidien. Ils utilisent Uber pour aller au boulot et pour rentrer du boulot. Avoir des clients habituels comme ça, c'est évidemment très intéressant pour l'entreprise puisqu'elle va aller prélever un pourcentage de frais sur chacune de ces transactions. Uber appelle ça le volume brut de réservation et on l'obtient en multipliant le nombre d'utilisateurs par le nombre de trajets qu'ils vont effectuer chaque mois et par la moyenne qu'ils vont dépenser sur chacun de ces trajets. Et vous le voyez sur ce graphique, le volume brut de réservation a bien grandi pour Uber. En 2019, on était à 34,5 milliards de dollars. En 2024, on est à 162 milliards de dollars, soit une progression de 36% par an. On remarque notamment que la partie livraison repas a grandi encore plus vite que la partie VTC. En revanche, attention, cette partie livraison repas est un peu moins rentable puisque Uber va prélever 30% de frais sur les VTC contre seulement 18% sur la livraison. Dans tous les cas, l'entreprise bénéficie d'un superbe effet de réseau. Plus il va y avoir de chauffeurs et de livreurs sur son application, plus l'entreprise va pouvoir couvrir une zone géographique importante, plus rapidement les courses vont pouvoir être effectuées, ce qui va à son tour attirer encore plus de clients. On est vraiment sur l'effet de réseau idéal d'une plateforme. Plus de clients attirent plus de chauffeurs, qui attirent plus de clients, qui attirent plus de chauffeurs. On a également une synergie assez intéressante entre les deux segments puisque un chauffeur peut rapidement devenir livreur si jamais il y a un creux sur la demande en VTC. Historiquement, Uber a eu très mauvaise réputation et c'est notamment dû à son ancien directeur qui était impliqué dans plusieurs scandales. Il y a eu notamment une fuite de data qu'il a tenté de masquer et globalement un environnement de travail assez toxique avec des cas d'harcèlement et de discrimination. Heureusement, depuis 2017, on a une nouvelle direction qui a pris la tête d'Uber et on a eu quand même des améliorations notables, un vrai changement au niveau de la culture sur ces 7 dernières années. Et on a également atteint la rentabilité. Quand je voulais parler d'une entreprise qui brûle du cash et qui dilue ses actionnaires, je citais toujours Uber. Mais dernièrement, il faut avouer que l'entreprise m'a fait mentir puisque ça y est, elle génère des free cash flow et pas qu'un peu puisque vous voyez que sur les 12 derniers mois, Uber a généré 6,9 milliards de dollars de free cash flow. L'entreprise est parvenue à faire baisser les coûts de sa structure en même temps que ses ventes augmentaient. On a alors un gros levier opérationnel.
ce qui permet à l'entreprise, vous le voyez, de générer des montants de bénéfices très intéressants. Et pour le futur, le management a également des objectifs assez ambitieux. Il vise 15% par an de croissance sur les ventes. Il prévoit notamment d'aller chercher des nouveaux clients dans des nouvelles géographies et de fidéliser les existants avec des produits comme Uber One, un abonnement qu'on paye chaque mois pour avoir des réductions sur les courses. Déjà 30 millions d'abonnés payants. Et surtout, le management estime qu'il devrait pouvoir doubler cette croissance au niveau de son EPS, donc 30% par an, notamment à travers ce que je vous ai expliqué, l'augmentation des marges, puisque une grande partie de la structure d'Uber est à coût fixe, et également en utilisant ces gros montants de free cash flow qui sont désormais générés pour racheter leurs propres actions. Bon, 30% par an de croissance sur les bénéfices, c'est excellent, hein, ça laisse rêveur. Mais qu'est-ce qui pourrait concrètement empêcher Uber de réaliser cette croissance ? Quelle est l'antithèse, les inconvénients de cette entreprise ? Le premier que j'ai noté, c'est évidemment qu'Uber fait face à une concurrence, aussi bien sur la mobilité que sur la livraison. Aux États-Unis, vous avez Lyft et DoorDash. En Europe, vous avez probablement entendu parler de Bolt et de Deliveroo. Et en Asie du Sud-Est, c'est Grab qui domine le marché. Sur son plus gros marché, les États-Unis, en termes de livraison de repas, vous voyez que Uber Eats est actuellement le challenger du plus gros player DoorDash. Uber avait assez mal démarré. Au début, ils étaient un petit peu ex-aequo par rapport aux autres acteurs. Mais vous voyez que l'entreprise est quand même parvenue à gagner beaucoup de parts de marché. Et il semblerait aujourd'hui qu'on se dirige vers un marché dominé par ces deux acteurs puisque Grubhub a perdu beaucoup de parts de marché. Donc c'est quand même assez intéressant d'être le deuxième player dans une grosse industrie comme ça. Et en termes de VTC, Uber est dans une position encore plus confortable puisqu'il a ici le lead, vous le voyez, avec 76% de parts de marché par rapport à Lyft. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que Lyft a perdu des parts de marché. Uber est petit à petit en train de les grignoter. Uber a rapidement compris que la livraison de repas et les VTC, c'était des marchés où le gagnant allait s'emparer de la majorité des bénéfices. Et c'est notamment pour ça que l'entreprise a décidé de quitter les pays dans lesquels elle avait pris du retard par rapport aux concurrents locaux. Je pense par exemple à la Chine où Didi domine ou encore l'Asie du Sud-Est où Grab domine. Et là, vous voyez que le move du management est assez intelligent. Ils ont décidé de quitter ces territoires, mais avant ça, ils ont investi dans les acteurs leaders de ces territoires. Vous le voyez, 2,7 milliards sur Didi et 2 milliards sur Grab. Le deuxième inconvénient que j'ai noté pour Uber, il est assez évident, c'est la législation. Vous avez dû en entendre parler, ça a fait la une des journaux en France il y a quelques années de ça. Les taxis se sont révoltés contre Uber. Ils ne sont pas parvenus à interdire l'application en France, mais désormais, les VTC doivent quand même obtenir une licence pour pouvoir exercer, ce qui forcément va limiter l'offre disponible sur l'application. Il y a également aujourd'hui beaucoup de débats sur le statut des chauffeurs et des livreurs. Est-ce qu'ils peuvent rester en auto-entreprise ou est-ce qu'ils devraient devenir salariés ? Vous avez plusieurs partis politiques qui souhaiteraient qu'ils deviennent salariés. Et évidemment, s'ils deviennent salariés, c'est embêtant pour Uber parce que ça va drastiquement augmenter les coûts de sa structure. Dans tous les cas, le VTC et les livraisons de repas, ça reste des marchés récents, donc les lois peuvent encore évoluer et pas forcément dans le sens que l'entreprise aimerait. Mais l'inconvénient qui fait le plus peur aux investisseurs concernant Uber sur le long terme, c'est l'arrivée des voitures autonomes. Uber a décidé de quitter ce marché en 2020. Il a vendu sa technologie à l'entreprise Aurora en échange de 25% de la boîte. Le problème, c'est que vous avez des nouveaux opérateurs qui arrivent avec des flottes de véhicules de voitures autonomes et qui pourraient du coup lancer leurs propres apps de réservation et du coup se débarrasser de l'intermédiaire qu'est Uber. Évidemment, construire une flotte de véhicules autonomes, ça coûte très cher, mais vous avez plusieurs entreprises avec les poches bien remplies qui ont décidé de se lancer dans ce marché. Vous avez Google avec sa filiale Waymo qui est actuellement leader de ce tout nouveau marché. Vous avez Amazon qui a également un projet nommé Zoox et vous avez aussi Tesla. Elon Musk a pour projet de créer un énorme réseau de robotaxis et il aimerait également que les propriétaires de Tesla puissent louer leur voiture à d'autres personnes, qu'elles soient complètement autonomes et qu'elles puissent se déplacer et rentabiliser l'investissement dans le véhicule. Pour Tesla, c'est encore quelque chose qui est en projet de lancement, mais Waymo est déjà sur le terrain avec plus de 150 000 trajets autonomes payés chaque semaine. Ils sont notamment présents dans 3 villes américaines, Phoenix, Los Angeles et San Francisco. Et les résultats concernant la sécurité de ces premiers voyages sont assez impressionnants. Vous le voyez, une réduction de 88% des réclamations pour dommages matériels par rapport aux véhicules conduits par des humains
et une réduction de 92% des réclamations pour dommages corporels. Donc on en conclut qu'actuellement, ces voitures autonomes sont déjà capables de conduire mieux que nous, pauvres êtres humains. Et pour Uber, la menace est réelle puisque, vous le voyez, à San Francisco, en l'espace de seulement 2 ans, Waymo est parvenu à s'emparer de 14% du marché. Bon, évidemment, Bill Ackman et le management d'Uber ont des éléments de réponse par rapport à ce risque long terme. La première chose qu'ils nous disent, c'est que cela va être long avant que les véhicules autonomes arrivent. Ils ont plusieurs grands challenges à surmonter. Le premier, évidemment, d'ordre technologique. On a vu que les voitures de Waymo fonctionnaient bien, mais elles ont quand même des coûts de fabrication et d'entretien très élevés. Au contraire, on a Tesla qui veut essayer de s'emparer du marché sans dépenser autant d'argent dans le véhicule en fonctionnant uniquement avec des caméras, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il va également y avoir un gros challenge législatif puisque ces voitures doivent être approuvées dans chaque État et dans chaque pays dans lesquels elles veulent opérer. Et vous imaginez bien que les législateurs vont vouloir une sécurité absolue. Enfin, la mise en place de ces véhicules va demander des énormes investissements dans l'infrastructure. Il faut payer pour développer toute cette flotte de véhicules, mais également avoir des endroits où les garer, où les recharger, où les entretenir. À cause de ces 3 challenges, il est quasiment certain que le marché du VTC aux États-Unis continuera pendant les 10 prochaines années à fonctionner sur un système hybride. Il y aura donc une partie des trajets qui seront effectués en voiture autonome, mais il y aura encore une grande partie des trajets qui seront effectués par des humains. Surtout qu'à nouveau, ici, on parle des US qui ont souvent tendance à être en avance sur les technologies. Il ne faut pas oublier que Uber réalise plus de 50% de ses ventes en dehors des États-Unis. Et dans les autres pays du globe, il est probable que cela mette plus de temps que ça avant d'arriver. L'entreprise réalise également 50% de ses ventes sur la livraison de repas. C'est un segment qui sera probablement plus difficile à automatiser car il y a une remise en main propre de la nourriture. Le deuxième point que souligne le management d'Uber, c'est qu'il pourrait être finalement plus intéressant pour ces nouveaux acteurs de s'associer à l'entreprise plutôt que de chercher à la concurrencer. Cela va quand même être compliqué pour ces nouveaux acteurs de reproduire l'énorme réseau que Uber a développé sur les 15 précédentes années. On l'a vu, l'entreprise a un énorme scale, 17 millions de chauffeurs et de livreurs et 170 millions de clients actifs qui ont l'habitude d'utiliser cette application. C'est bien de créer une nouvelle application, mais il faut encore convaincre ces 170 millions d'habitués de télécharger une nouvelle application et de changer leurs habitudes. Là où je pense que Uber a une carte à jouer, c'est être une sorte de marketplace. Sur l'app, je peux commander une voiture autonome, mais je peux aussi commander un van si on est nombreux. Je peux commander une limousine si je sors de boîte. Et je peux également commander un UberX si j'ai envie de payer moins cher. Ce que souligne aussi l'entreprise, c'est que la demande en VTC est très cyclique en fonction de l'heure, du jour et même de la ville. Uber a accumulé beaucoup de data sur cette demande et c'est notamment ça qui lui permet de pratiquer des pricing dynamiques en fonction de la demande actuelle et de l'offre de chauffeurs qu'ils ont. Sans ces datas et cette optimisation-là, les nouveaux acteurs risquent de se retrouver face à un gros dilemme. Imaginons un cas simple, vous avez 100 trajets à effectuer à 8 h du matin et ensuite 10 trajets à effectuer chaque heure restante de la journée. Si vous voulez proposer une flotte de véhicules autonomes, vous avez alors 2 choix. Soit vous fabriquez 100 véhicules et dans ce cas-là, c'est super, à 8 h du matin, tout le monde aura son trajet. Mais le problème, c'est que pendant tout le restant de la journée, 90% de vos voitures vont prendre la poussière dans le garage. Ou alors, vous vous dites, je ne vais fabriquer que 10 véhicules afin de les rentabiliser au maximum. Le problème, c'est que le matin à 8 h, vous avez 90% des gens qui arrivent sur l'app qui ne pourront pas trouver leur trajet, ce qui risque rapidement de les saouler et qui risque de les faire retourner sur Uber. Vous l'avez donc compris avec cet exemple, pour ces flottes de véhicules autonomes, il y a un gros risque de sous-usage et de sous-optimisation s'il n'y a pas un bon système derrière de réservation et qu'il n'y a pas suffisamment de personnes sur la plateforme. Uber pourrait donc être en quelque sorte le partenaire idéal pour que ces nouvelles flottes puissent être rapidement rentabilisées. Et c'est déjà un peu ce qu'on voit puisque Waymo, le leader des voitures autonomes, a décidé de s'associer à Uber sur les 2 prochaines villes qu'il va lancer aux États-Unis, Austin et Atlanta. Mais pour l'instant, il n'a rien annoncé concernant Miami. Il est donc probable que la filiale de Google soit actuellement en train de tester un peu les 2 business models pour voir ce qui est le plus intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux payer les 30% de commission à Uber et du coup pouvoir plus facilement louer les véhicules,
ou est-ce qu'il vaut mieux uniquement utiliser l'application Waymo et se passer d'Uber? Il y a donc un vrai risque pour l'entreprise, mais on voit que Uber prend les devants et est quand même parvenu à signer des deals avec quasiment la moitié de ces nouvelles flottes de véhicules autonomes. Depuis tout à l'heure, on parle des voitures autonomes comme d'un risque, mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi être une formidable opportunité pour Uber? Car même si les VTC sont parvenus à faire baisser le prix moyen des courses, ça reste encore aujourd'hui un service haut de gamme réservé aux gens qui ont les moyens. Le prix au kilomètre est élevé car il faut rémunérer le chauffeur. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez moins de 1% des kilomètres parcourus sur le territoire qui le sont en VTC. C'est donc encore un tout petit marché. Si la technologie des voitures autonomes se développe, que les coûts de fabrication baissent, le prix au kilomètre pourrait lui aussi baisser fortement et attirer beaucoup plus de personnes. Vous le voyez sur ce graphique, plus le prix au kilomètre va baisser et plus le marché des gens qui utilisent les applications de VTC va se développer. Il est possible qu'on atteigne à un moment un prix de trajet qui soit inférieur à la possession d'un véhicule. Et là, évidemment, le marché pourrait être énorme puisque ça coûterait finalement moins cher d'utiliser ces applications-là plutôt que d'avoir son propre véhicule. L'arrivée des voitures autonomes pourrait donc faire exploser l'utilisation de ces applications de mobilité. Je vois globalement deux scénarios pour 2035. Le premier, qui est plutôt positif pour Uber, c'est une prolifération de flottes de véhicules autonomes qui viennent de différentes entreprises. Dans ce cas-là, l'entreprise pourrait un petit peu se positionner comme une marketplace et mettre ces différentes entreprises en concurrence sur son application. Mais il existe aussi un scénario beaucoup moins positif pour l'entreprise. C'est un scénario où on a vraiment un acteur qui prend énormément d'avance, qui domine complètement le marché et qui impose un petit peu ses véhicules et son application. Et dans ce cas-là, très compliqué pour la survie d'Uber. Et si j'ai mis Waymo sur la droite ici, ce n'est pas un hasard. L'entreprise a pris une grande avance, notamment car plusieurs gros acteurs ont décidé de quitter le marché. Vous avez Cruise qui venait de General Motors et également Apple qui a abandonné son Apple Car. Zoox d'Amazon a encore quelques années de retard. Tesla n'est pas non plus au point et les autres entreprises qui ont des bons véhicules autonomes se situent en Chine et il est peu probable qu'elles puissent arriver sur les marchés US. Voilà donc pourquoi l'action Uber s'échange actuellement à un PER assez faible sur les marchés. Les investisseurs ont peur de ce risque long terme des voitures autonomes. On a actuellement un PER de 17 pour une entreprise qui prévoit de grandir à 30% par an, c'est extrêmement faible. Après, attention, ce PER de 17 est quand même à prendre avec des pincettes puisque vous le voyez, sur le dernier trimestre, l'entreprise a encaissé un bénéfice exceptionnel au niveau de ses réserves d'impôts, plus 6 milliards de dollars. Et c'est notamment pour ça que les analystes estiment une baisse de 40% de l'EPS en 2025. Mais même avec cette baisse, vous voyez que j'obtiens un rendement estimé sur les 5 prochaines années de 15% par an avec l'action, alors que j'ai pourtant pris des hypothèses assez prudentes. Vous le voyez, 15% de croissance sur son bénéfice par action, alors que le management nous a annoncé un objectif de 30% par an et un PER de 25 qui reste un PER vraiment assez tranquille pour une entreprise qui grandit à cette vitesse. Étant donné que Uber vient juste d'atteindre sa profitabilité, les bénéfices par action ne sont pas forcément la meilleure manière de valoriser l'entreprise et on vous a donc rajouté les options ici sur l'app Trident pour valoriser l'entreprise selon différents critères. Vous voyez qu'on a les cash flows opérationnels ici, le free cash flow et également les ventes. Pour une entreprise qui est profitable depuis pas trop longtemps, les ventes, c'est assez intéressant. On voit qu'en moyenne, sur 5 ans et 10 ans, Uber s'est échangé à un prix par rapport aux ventes de 4, donc un price to sales de 4. Et si on applique la croissance estimée des analyses de 14%, de nouveau, on a un très beau rendement estimé. On pourrait à nouveau s'amuser à baisser un petit peu cette estimation. Mais même en étant encore plus prudent que la moyenne, on reste sur des estimations très bonnes. Voilà donc pourquoi Bill Ackman a décidé de mettre 2 milliards d'euros sur Uber. On a une action avec une forte croissance attendue, une valorisation qui est tout à fait raisonnable et une prédictibilité qui est plutôt bonne, même si à nouveau le risque long terme des véhicules autonomes plane au-dessus de l'action. La conclusion de Bill Ackman par rapport à Uber est la suivante. Nous pensons que le risque à long terme lié aux véhicules autonomes est limité et nous estimons que le prix de l'action d'Uber devrait plus que doubler au cours des 3 à 4 prochaines années. Bill Ackman, c'est vraiment un super investisseur qui est connu pour prendre des positions concentrées
sur des actions lorsqu'elles sont mal vues par le marché. C'est un petit peu le cas actuellement par Uber. Il y a beaucoup de scepticisme autour de son futur. Historiquement, ses achats à contre-courant lui ont plutôt bien réussi. En 2016, par exemple, la chaîne de restaurants mexicains Chipotle a fait face à un scandale sanitaire. Plus personne ne voulait de cette action et elle a chuté à 8 $. Bill Ackman a alors dégainé son portefeuille et il a acheté 1,2 milliard de dollars de Chipotle. Il a mis 20% de son capital sur cette action. Et c'est un pari qui lui a très bien réussi. Vous le voyez, il a acheté l'action ici à 8 $. Aujourd'hui, elle en vaut 53, soit une très belle performance de 26% par an sur les 8 dernières années. La question est donc ouverte. Est-ce que Bill Ackman sera capable de reproduire ce succès sur Uber ? Je vous donne rendez-vous dans 8 ans pour avoir la réponse. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette entreprise. Est-ce que vous pensez que Bill Ackman a bien fait de miser sur Uber ? Est-ce que vous pensez que c'est une action qui devrait battre le marché sur les 5 prochaines années ? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui se disent que les voitures autonomes restent tout de même un risque trop important et que la prédictibilité de la croissance d'Uber n'est pas suffisante? N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire comment vous personnellement vous utilisez les 13F de ces super investisseurs. Je vous rappelle que si actuellement vous n'en suivez aucun, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et retrouver la liste des 17 super investisseurs que je suis activement. Ça vous fera comme ça un super bon point de départ. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous pensez qu'il y a certains super investisseurs que je devrais rajouter à cette liste. C'était Roman, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao!